J'ai trois choix possibles. J'ai soit réseau de microphone, soit av.io, soit microphone Scarlett. C'est 44%. En France, de l'ordre de 8%. Ce que je note, c'est impeccable maintenant, c'est impeccable. Si vous regardez les 10 dernières années, les évolutions n'ont pas été formidables. Ça a à peine baissé dans le monde et dans l'Europe. Donc on a un vrai problème et on est en face d'une tâche qui va être absolument considérable. Et je ne sais pas très bien comment on va en sortir. Donc ayez ça en tête. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, transparent suivant. Oui. Non. Le mode défileur ne marche plus. Alors le transparent suivant, c'est un rappel qu'on oublie trop souvent. Quand on parle d'électricité, chacun pense à son bouton électrique et chacun dit l'électricité va être chère, ça ne me va pas, je ne suis pas content. Dans les faits, n'oublions pas qu'en France, dans notre pays, les 2/3 de l'électricité servent à l'économie. Quand vous touchez à l'électricité, quand vous touchez à son coût et à sa compétitivité, vous touchez à la compétitivité française. Donc n'oubliez pas qu'on est sur un problème qui est absolument majeur en ce qui nous concerne. On va quand même s'interroger sur pourquoi le nucléaire. Dans le fond, comme disent certains, le vent est gratuit, le soleil est gratuit. Pourquoi ne pas utiliser le vent et le soleil? Ça va marcher tout seul, c'est impeccable. Donc il est bon quand même de faire quelques rappels. Vous avez ici une figure qui vous montre la consommation d'électricité en France, ou la production d'électricité en France, sur une année entière, de janvier à décembre. Bon, on y reconnaît la forme habituelle, avec plus de courant l'hiver que l'été, mais ce qu'on voit, on voit plusieurs choses qui sont tout à fait remarquables sur ce tableau. Le premier, c'est que vous avez un nucléaire qui fait très bien, d'une part, le suivi saisonnier. On peut organiser les réacteurs pour les arrêter plutôt l'été que l'hiver. Ça permet d'avoir plus de courant en hiver. On voit apparaître qu'on utilise en noir, ce sont les fossiles, et là on les utilise beaucoup l'hiver, mais vous constaterez qu'on les utilise aussi pendant l'été, parce que d'une part ils ont une souplesse, et d'autre part, quand il n'y a pas de vent, ou la nuit quand il n'y a pas de soleil, il faut bien qu'on fasse l'électricité avec quelque chose. Donc il y a encore des fossiles en France, même si ce n'est que 8%. On voit apparaître l'importance considérable de l'hydraulique pour le suivi quotidien et hebdomadaire, qui s'ajoute d'ailleurs au nucléaire pour l'hebdomadaire. Et puis on voit apparaître au-dessus ce qui est éolien et solaire. Et derrière tout ça, le point essentiel, c'est le fait qu'il faut maîtriser la fréquence du courant à 1%. La semaine dernière, à Taïwan, ils ont une centrale qui est tombée, une centrale à charbon d'ailleurs, je crois, mais qui est tombée, blackout. Ils ont été une demi-journée sans courant et ils vont mettre 2 ou 3 jours à remettre tout en place et à tout réinitialiser. Donc, avoir un blackout, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc, vous avez ce contrôle à 1% de la fréquence qu'il faut absolument maintenir. Et là-dessus, c'est un rôle qui est celui de ce qu'on appelle les énergies pilotables, ce ne sont pas l'éolien et le solaire. Donc, on a cette problématique en face de nous. Là, pour vous donner un exemple, vous savez tous qu'on a eu cet automne une envolée des prix de l'électricité, qui s'est traduite par un appel au gaz, qui s'est traduite par une augmentation considérable du coût des gaz. Eh bien, on comprend mieux quand on regarde cette figure, où on voit apparaître que dans ces 2 ou 3 mois, il y avait à peu près 44 gigawatts de nucléaire disponibles. Il y avait beaucoup de réacteurs à l'arrêt pour des tas de raisons, y compris des grands carénages pour l'allongement de leur durée de vie, y compris les rechargements de combustible, y compris quelques incidents. Donc 44 gigawatts. Avec 44 gigawatts, vous voyez que le nucléaire a fourni pratiquement l'essentiel. Je reviens en arrière. A fourni l'essentiel de notre alimentation d'électricité. Et vous voyez que quand on regarde l'éolien et le solaire en bas, il y a quelques moments où on a eu un peu de vent. De manière générale, il y en avait extrêmement peu. Et vous voyez que là où le nucléaire fonctionnait à plus de 90%, eh bien, les énergies renouvelables fonctionnaient à seulement 15 ou 16%. Donc là, ça pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve pendant 3 semaines comme ça, ou pendant 1 mois, avec une déficience? Non, alors, le résultat, ça va être une envolée des coûts. Hein. Je vous rappelle, ça c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est du 7 ou 8 mars en Allemagne. Là où, normalement, on devrait être à 60, 70 € par mégawattheure, le prix du courant en Allemagne, le prix du courant spot,
se négociait entre 300 et 700 euros, c'est-à-dire un facteur pratiquement 10. Et là, on touche à ce qui est la maîtrise économique aussi bien que technique de l'électricité, où dès qu'il y a une pénurie quelque part, les coûts s'envolent immédiatement. Et là, dernier transparent pour que vous compreniez bien, bon, M. Macron nous a annoncé une certaine configuration dans laquelle on trouve, je l'avais dit tout à l'heure, 177 gigawatts en 2030, dans pas longtemps. Vous faites un exercice très simple, facile à faire. Vous prenez le relevé, là, j'ai pris un mois de mai, ça nous met en mi-saison. Prenez le relevé quart d'heure par quart d'heure de l'électricité qu'on a eu en mai il y a 2 ans. Vous multipliez les productions éoliennes et solaires par ce qu'il faut, le ratio des puissances, et vous découvrez que la production éolienne et solaire, elle va avoir cette forme-là, alors que dans le même temps, vous allez avoir le besoin qui va évoluer comme ça. Et là, vous vous posez vraiment une question. Faire d'énormes quantités d'éolien et solaire, ça, c'est un problème de gestion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va interdire au solaire de produire? Parce qu'il donne du courant en trop? Est-ce que, là, j'ai mis à droite l'évolution de la puissance pilotable? On s'aperçoit que la puissance pilotable, on l'amène pratiquement à zéro pendant toutes ces journées-là, ce qui est presque impossible. Mais par contre, les 5 journées suivantes, on a besoin des énergies pilotables pour la quasi-totalité de l'électricité dont on a besoin. Donc vous voyez qu'on est en train de se lancer de manière politique, sans bien réfléchir à ce qu'est la réalité technique. Un petit exemple, un ancien député devenu patron du réseau de transport d'électricité, à qui j'ai expliqué que je ne pouvais pas marcher, m'avait répondu « Monsieur, vous n'avez rien compris au Nouveau Monde, les politiques savent ce qu'il faut, les ingénieurs exécutent ». C'était la preuve d'une très bonne connaissance des questions techniques. Alors, derrière ça, on va se poser la question. Donc, moi, ce que j'apporte comme message, c'est que je ne vois pas comment on peut échapper à utiliser du nucléaire dans les 30, 40, 50 années qui viennent, voire beaucoup plus. Beaucoup de pays commencent à le penser aussi. Et on va se poser à ce moment-là la question, quel nucléaire? Et quand on va se poser la question, quel nucléaire, il y a la première question, c'est celle qui ressort du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Faut-il faire des petits réacteurs plutôt que de gros? Et pourquoi? La deuxième question qu'on va se poser, est-ce que les réacteurs d'aujourd'hui sont les bons réacteurs ou est-ce qu'il faut passer à des réacteurs extrêmement innovants qui vont avoir des avantages particuliers qu'on va essayer de lister? Donc ça, c'est vraiment la question qui est en train de nous arriver. Et là, vous voyez que le marché, on va avoir à s'adapter. Alors déjà, il y a un premier point que je vous signale, qui n'est pas très connu. Je vous parlais tout à l'heure du blackout qu'il y a eu à Taïwan il y a 8 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une centrale peut toujours s'arrêter brutalement pour une raison ou pour l'autre, qu'elle soit nucléaire ou n'importe quoi. L'éolien en mer peut avoir des arrêts très brutaux s'il y a beaucoup de vent. Donc, il y a une règle du pouce qui dit qu'une centrale dans un réseau ne doit pas faire plus de 1/10 à 1/15 de la puissance du réseau. Donc, si vous avez un petit réseau, il y a des pays qui sont petits, il y a des pays qui sont peu peuplés et qui ont des réseaux peu chargés. Là, on se pose la question, est-ce qu'on peut leur mettre 1000 MW ou 1600 000 MW? Pas forcément. Donc, il y a un besoin de réacteurs plus petits pour des réseaux de taille limitée. Deuxième chose qu'on note, c'est qu'il y a il y a des milliers de centrales à charbon qui fonctionnent actuellement dans le monde. Des milliers. Et ces centrales, c'est plutôt de la gamme 300 à 600 MW. Et là, on va se poser la question, si on peut remplacer sur le site de la centrale à charbon, juste à côté, en bénéficiant de l'investissement réseau qui a été fait, si on peut mettre une centrale qui fait de 300 à 600 MW, ça peut répondre à un vrai besoin, ça veut dire qu'on peut le répartir. Troisième idée, c'est que, est-ce qu'on est capable de faire un nucléaire qui dispose de moyens passifs de sûreté? C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, il ne se passe rien. Ça, c'est le rêve absolu. Donc là, on va se poser la question, comment peut-on avoir un réacteur totalement passif dans ces procédures de sûreté? Et là, on va voir très vite que ça va nous amener à des très petites puissances. Autre question qu'on va avoir quand on se met en France, moi je veux bien qu'on fasse des réacteurs de 70 MW, on en verra un tout à l'heure. Ça veut dire qu'en France, il faudrait avoir non pas une quarantaine ou une cinquantaine ou une soixantaine de réacteurs, mais il en faudrait 400 ou 500.
Est-ce qu'on a envie de répartir 500 réacteurs sur le territoire? La tendance aujourd'hui en France, c'est de dire, il y a quelques sites, il y en a 23, 24, 25, eh bien, si on fait un nouveau réacteur, on le met sur le même site, parce que les gens autour ne vont pas râler, parce qu'ils sont déjà habitués. Donc là, on est confronté à ce qu'on appelle la vox populi. Donc c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a un dernier intérêt qui est très intéressant, qui est celui des industriels ou du chauffage urbain, qui réclament de la chaleur, qui réclament des puissances pas forcément considérables, et qui pourraient créer un nouveau marché. Bon, en dehors de ça, on le verra plus en détail plus tard, hors d'Europe, il y a des régions isolées, peu peuplées, qui pourraient avoir besoin de réacteurs très sûrs, très faciles, préfabriqués, etc. Donc, on voit apparaître une idée intéressante, je dirais, assez séduisante. Alors, quand même, là, je fais quand même un petit rappel, vraiment très très léger au point de vue physique, rappeler effectivement la fission nucléaire qui donne en haut à gauche 2 fragments de fission. Alors les fragments de fission, il faut savoir ce que c'est. C'est une soupe chimique, parce que fragments de fission, c'est une bonne partie de la table de Mendeleïev. Donc vous allez avoir beaucoup de produits chimiques de toute nature. La deuxième question qu'on va avoir, c'est que ces produits de fission, ils sont instables, ils ont tendance à décroître en activité. Là, je donne l'exemple de l'iode qui se transforme en xénon, le césium en barium. Là, il disparaît en 1 mois et demi ou 2 mois. Là, il disparaît en quelques siècles. Et quand vous avez la décroissance radioactive, ça se traduit en fait par émission de particules et rayonnement qui se traduisent par émission de chaleur. Et donc là, il y a la caractéristique fondamentale du nucléaire, c'est ce qu'on appelle le talon d'Achille du nucléaire, c'est que quand vous arrêtez un réacteur, il continue à produire de la puissance. Et ça, c'est une vraie question. C'est une question qui va nous conduire à faire des systèmes assez compliqués. Et il va produire de la chaleur pendant des années. Il va falloir le refroidir pendant des années, même s'il est à l'arrêt. Donc ça, c'est vraiment une question, ça n'existe pas dans les autres types d'énergie aujourd'hui. Et là, je vous le donne à titre d'exemple, vous prenez un réacteur de 1000 MW, ben vous voyez qu'au bout d'un an, il y a encore 300 kW. Au bout de 5 ans, c'est encore 40 kW dans un volume qui est relativement restreint. Donc, on a cette question. Et c'est ce qui fait qu'on va faire la comparaison entre des réacteurs de forte puissance et des réacteurs de faible puissance. Alors, un réacteur de forte puissance, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, on oublie l'aspect des barrières pour protéger étape par étape quoi qu'il se passe. Ce qui est essentiel, c'est qu'on doit avoir une réfrigération permanente du cœur du réacteur, ce qui exige d'avoir une ressource de réfrigérant, d'électricité et de pompage qui sont absolument permanents. Absolument. C'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Ce qui s'est passé à Fukushima, c'est malheureusement les 4 réacteurs avec des diesels qui étaient dans des locaux trop bas et pas étanches. Diesel noyé, réacteur mort. Donc, il faut se souvenir, c'est un cas qui a eu lieu et dont il faut prendre garde. La deuxième chose pour le faire, le résultat, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des circuits de réfrigération, adaptés, forte puissance les premiers jours, puissance moyenne au bout de quelques mois, puissance faible au bout de quelques années, mais il faut et ça, on le fait avec quoi? On le fait avec des systèmes redondants, donc il y en a plusieurs, on multiplie. On le fait avec des technologies diverses. On ne mesure pas la puissance uniquement de la température. On la mesure par d'autres moyens, les flux neutroniques, ce qu'on voudra. Et puis, il faut que ces systèmes soient très indépendants. Et ça veut dire que quand vous avez un réacteur de forte puissance, vous amenez de la complexité. Et cette complexité, elle est essentiellement due à ce talon d'Achille qui est le fait qu'on a une puissance résiduelle. Autre point qu'on va avoir sur ces réacteurs de forte puissance, en dehors de cette complexité, eh bien, il va falloir qu'on s'arme pour le cas d'accident, parce que l'autorité de sûreté n'admettra jamais que ce qu'on a fait est sûr à 1 million ou 1 milliard de fois le cas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réacteurs qui sont assez massifs. On met un circuit primaire, par exemple, dans le cas des réacteurs français, entièrement à l'intérieur d'une très grande enceinte, qui fait 40-50 mètres de diamètre, 80-90 mètres de haut. Cette enceinte est faite pour résister à la pression en cas d'accident. Et si la pression devient trop forte, eh bien, on a des moyens variés et divers pour supprimer l'hydrogène, pour dégonfler à travers un filtre à sable
qui réduira les rejets. On met un cendrier pour récupérer le cœur fondu. Donc, on rajoute de la complexité parce que même si on a tout prévu pour que ça n'ait pas lieu, on doit faire comme si ça allait avoir lieu. Donc, complexité, c'est ce qui fait le coût d'un réacteur, c'est ce qui fait qu'on a des années et des années de discussion avec une autorité de sûreté avant de démarrer un nouveau type de réacteur. Alors, les SMR vont-ils être très différents? Et là, alors il y a déjà le point essentiel. Si vous interrogez l'autorité de sûreté, elle dit, pour moi, tous les réacteurs doivent avoir le même niveau de sûreté. Donc, on va avoir commencé à discuter avec l'autorité de sûreté sur, suivant que c'est un grand ou petit réacteur, est-ce qu'il faut que je mette autant de circuits, pas autant de circuits, etc. Donc, on rentre dans un débat technique qui va être extrêmement vigoureux là-dessus. Donc, c'est la première question. Tous les réacteurs doivent avoir le même niveau de sûreté. Deuxièmement, un réacteur peu puissant, et là, on peut imaginer un réacteur suffisamment peu puissant pour qu'il soit totalement passif au niveau de la gestion de l'arrêt et la gestion incidentelle. Alors ça, quand on regarde de près, et compte tenu de ce que sont les puissances résiduelles, ben ça nous fait descendre extrêmement bas. Moi, dans ce que je vois dans l'ensemble des projets en cours, le niveau de passivité totale, on le trouve 50, 60, 70, 80 mégawatts. C'est très petit. Hein, c'est un 20e, un 25e des gros réacteurs actuels. Donc, on arrive à très très peu. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de réacteurs. La deuxième chose qui est très importante, c'est que quand je me mets aujourd'hui avec l'emballement médiatique autour de ça, il y a une chose qui est sûre, n'oublions pas que quasiment tous les réacteurs mondiaux actuellement sont des réacteurs à eau légère, pressurisés ou bouillants. Tout le circuit industriel, toutes les usines de fabrication sont tournées autour des matériaux, des composants et des matières qui sont adaptés aux réacteurs éoliens. C'est vrai des réacteurs, c'est vrai du cycle du combustible. Si vous allez de la mine à l'enrichissement, c'est fait pour les PWR. Si vous allez à l'aval pour le traitement des déchets, c'est fait pour les PWR en grande partie. Donc, il y a un énorme avantage des réacteurs légers de ce point de vue-là. Donc, on peut penser que dans les 10-15 ans qui viennent, ce qu'on va voir arriver, ce seront des réacteurs à eau légère surtout. Ensuite, il y a le dernier lieu, ce sont les réacteurs dits innovants. Et ces réacteurs dits innovants, ça peut être des petits réacteurs, ça peut être des gros. Je rappelle que Superphénix était un réacteur extrêmement innovant qui faisait 1200 MW et qui faisait tout ce qu'on demande aux réacteurs innovants, qui est d'optimiser l'utilisation de l'uranium et de réduire la quantité de déchets. Donc, on était en plein dedans. Donc, les réacteurs innovants, là aussi, ils vont avoir une vraie difficulté. C'est qu'un réacteur innovant, vous le démarrez, si vous démarrez en même temps, toute l'industrie adaptée, matériaux différents, les combustibles ne seront pas du tout les mêmes, pas forcément les mêmes niveaux d'enrichissement. Si retraitement il y a, il sera extrêmement différent. Donc on arrive à quelque chose de très différent. Ce qui me fait dire que les réacteurs innovants de faible puissance, ne rêvons pas. Ce n'est pas pour dans 10 ans. Parce que c'est tout ça qu'il va falloir monter. Et je rajoute à ça, apporter les preuves voulues à l'autorité de sûreté. Donc on est en face d'un vrai problème quand on va parler d'innovant. En revanche, je peux vous dire, quand je regarde peut-être très jeune ici, c'est sûrement un domaine extrêmement passionnant dans lequel s'engager. Parce que là, il y a vraiment des idées assez extraordinaires. Donc on en est là. Alors, à partir de là, on va regarder ce qui se passe dans le monde. Alors, ce qui se passe dans le monde, ça n'a pas démarré l'année dernière. On a l'impression qu'en France, ça date de l'année dernière. Non, ça a démarré il y a 10 ans aux États-Unis et ailleurs. Et vous voyez qu'aujourd'hui, si on fait une liste, je ne suis pas sûr que tout soit réel, je ne suis pas sûr que tout soit réellement en route, mais en gros, on identifie pas loin de 70 projets en cours dans le monde actuellement de réacteurs. Et ces 70 réacteurs, il y en a qui sont à eau légère, et il y en a beaucoup qui sont ce que j'appelle des réacteurs innovants. Et on va trouver un tas de technologies très différentes, et je vais revenir un petit peu après. Donc aujourd'hui, il y a un véritable emballement, mais un petit rappel qu'on oublie trop souvent, c'est que les petits réacteurs, ça existe. On ne le sait pas, on l'oublie. Il y en a 400 réacteurs qui sont de la gamme de 10, 20, 40, 50, 60. Ce sont tous les navires, les sous-marins, les porte-avions, etc. Donc il y a à peu près autant
de petits réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui dans le monde que de gros réacteurs. Alors, ça veut dire que les petits réacteurs... Alors ceux-là, en général, ils sont tous à eau légère. Ce sont des réacteurs qui sont tous issus d'une même filière. Donc, aujourd'hui, petits réacteurs, on sait pratiquement les faire, mais quand on va raisonner sur le petit réacteur qui n'est pas à propulsion nucléaire, il y en a un seul qui est certifié dans le monde occidental, qui est NuScale, qui est un réacteur qui est censé être, lui, totalement passif et qui devrait être construit assez prochainement sur le site nucléaire d'Idaho Falls aux États-Unis. Donc, énormément de projets. Est-ce que la France est en retard? La France a l'habitude soit d'être en retard, soit d'être trop en avance. Grosse difficulté, c'est qu'on fait des choses et on les abandonne. Alors, quand vous regardez la réalité, ben, par exemple, les gens ont complètement oublié, mais en 1980, 81, 82, moi j'ai participé à ces projets, j'en faisais partie, eh bien, on avait inventé 2 réacteurs halogènes de 100 et 150 MW qui auraient dû servir au chauffage urbain de Grenoble, puis à celui du plateau de Saclay, mais qui ont été abandonnés parce que considérés comme trop chers. On avait étudié, et j'étais également dans ce projet, un réacteur de 300 MW électriques, 1000 MW thermiques pour l'exportation, qui étaient déjà les idées d'aujourd'hui, préfabrication en usine, modularité, etc. C'était déjà l'idée, c'était il y a 30 ans. Et on était allé assez loin, puisqu'on était allé jusqu'au dépôt du rapport préliminaire de sûreté auprès de l'autorité de sûreté. Et puis, il y a eu une réunion industrielle avec, à l'époque, Framatome, etc. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de marché, et on a tout arrêté. Donc, on était un peu trop en avance. Réacteur à neutrons rapides, je vais pas, on reviendra sur toute l'histoire des réacteurs rapides en France, dans laquelle on a été, là aussi, avec 20 ou 30 ans d'avance sur tout le reste du monde, sur l'ensemble du cycle, y compris le cycle du combustible. Eh bien, il y a 4-5 ans, on étudiait un réacteur qui s'appelle Astrid, de neutrons rapides sodium, de 100 à 200 MW. C'est le CEA lui-même qui l'a arrêté il y a 2 ans, c'est-à-dire 2 ans avant que Macron dise qu'il fallait faire des choses comme ça. C'est intéressant, c'est singulier. Pour le moment, le réacteur est arrêté. Il faut dire qu'à l'époque, le directeur de l'énergie nucléaire du CEA a été remplacé. Il a été remplacé par quelqu'un qui venait de l'éolien, ce qui montrait qu'il y avait une vision politique qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est 6 ans par an. Donc, la France, elle n'a pas été si mauvaise que ça. Et puis, donc, depuis, je crois, environ 5-6 ans, elle travaille sur un projet dont je parlerai plus tard, qui est le projet de Nuard, de 2 fois 170 MW électriques. Alors, les premiers SMR, je vous l'ai dit déjà, ce seront des réacteurs à eau légère. Et là, on voit bien qu'il va y avoir 2 doctrines. La première doctrine, ça va être celle du petit réacteur, allez, disons 60-70 MW électriques très passif. Donc un réacteur qu'on peut aller poser dans des pays pas du tout formés au point de vue. On peut avoir des équipes assez légères d'exploitation, c'est plus simple, ça a été complètement préfabriqué en usine, toutes les soudures ont été faites en usine, il y a un niveau de qualité qui est intéressant. Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui est très intéressant. Et puis il y a une deuxième idée qui est de dire, ben non, on va faire un compromis. Et ce compromis, c'est qu'on met du passif, mais on garde quand même un peu d'actif, sinon on n'arrivera jamais à avoir une compétitivité. Et l'avantage, c'est que là, on peut monter à 150-200 MW électriques. Ça veut dire qu'on commence à pouvoir mettre des réacteurs sur des endroits déjà, on pense par exemple à certains petits pays de l'Est de l'Europe, qui ne sont pas très grands, pas de très grande population, et qui pourraient être intéressés par une série de réacteurs de la gamme 150 à 200 MW électriques. Et on peut penser à ça. Donc on voit bien c'est pas évident de choisir entre les deux, qu'est-ce qui va l'emporter. Est-ce que c'est le tout petit ou est-ce que c'est les moyens un peu plus complexes? Alors une fois qu'on a dit ça, on va regarder quelques images, vous verrez qu'on ne va pas aller très loin du point de vue technique, mais qui permettent de comprendre ce qui se passe. Alors quand vous regardez un réacteur à gauche, qui est un réacteur du type de l'EPR, 1600 MW électriques, ben vous avez la cuve du réacteur qui paraît un peu petite là en bas, avec ses barres de contrôle, puis vous avez 4 énormes générateurs de vapeur, puis vous avez les 4 pompes primaires, et vous avez le pressuriseur. Donc tout ça, c'est un ensemble, c'est lui qu'on met dans un bâtiment qui fait 50-60 mètres de diamètre, 90 mètres de haut, avec toute la résistance qu'il faut derrière. L'idée du petit réacteur modulaire, eh bien, c'est ce qu'on voit à droite, c'est que vous avez une cuve dans laquelle on a tout mis. Là-dedans, vous avez
l'ensemble de ce qu'il y a normalement dans la cuve, vous avez les générateurs de vapeur, vous avez les pompes qui sont attachées sur le côté, et vous voyez qu'il n'y a plus aucune tuyauterie primaire. C'est-à-dire qu'on élimine ce qu'on appelle les risques de rupture au niveau du circuit primaire ou de ses annexes. Donc, ça paraît intéressant. Alors, quand on fait quand même la comparaison, vous regardez le PR, la cuve qui est en bas ici, elle fait 5 mètres de diamètre et 11 mètres de haut. Si vous regardez le NuScale de 70 MW électrique, la cuve fait 4,6 mètres de diamètre, presque aussi grand, et elle fait 19 mètres de haut. C'est une cuve qui est 1,5 fois, 1,8 fois la taille de... Or, les deux vont avoir la même pression. Ce qui veut dire qu'en termes de ferraille, qu'il va falloir mettre là-dedans pour 70 MW électriques, c'est pratiquement la même chose que la cuve de l'EPR ou 1,5 fois. Donc on se trouve avec des quantités de matériaux assez considérables. Mais c'est clair que quand on regarde le schéma, ça paraît extrêmement sympathique. Alors si je regarde plus en détail, on s'aperçoit que, comme toujours, le diable est dans les détails. Et c'est là qu'on va voir que ça devient plus compliqué. Alors ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez à gauche, vous avez la cuve. Mais vous voyez que la cuve, elle est enfermée dans une enceinte de confinement. Alors là, on ne va plus faire 21 mètres de haut, mais on va faire 30 mètres de haut. On ne va plus faire 4,6 mètres, mais on va faire un peu plus. Donc on est en train de construire quelque chose quand même qui est lourd. Ensuite, ce qu'on voit apparaître, une idée très intéressante des réacteurs modulaires, c'est que plutôt que d'avoir à un endroit un peu isolé, c'est le cas du centre de recherche d'Idaho Falls, où ces NuScale pourraient être mis, eh bien, l'idée est intéressante. On dit ben, on en met 6, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'ordre de 500 MW qui est nécessaire pour le site, j'aurai 6 fois 70 MW. Ça me permet de lisser la production, de produire plus l'hiver que l'été, etc. Donc je trouve cette modularité dont on parlait tout à l'heure. Mais on s'aperçoit aussi que le bâtiment, on entre dans un autre domaine. Parce que là, le schéma que nous présentent les gens de NuScale, il est très sympathique, mais vous voyez, il y a un hall au-dessus des piscines qui n'est pas très haut. Alors, vous voyez, alors quand même, quand remarque importante, vous voyez que les 6 modules, ils sont dans l'eau. Passivité. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose à l'intérieur de l'enceinte de confinement, cette enceinte de confinement a une grande surface avec l'eau de la piscine, ce qui veut dire que vous avez un refroidissement passif. Et après ça, refroidir l'eau de la piscine avec un système RO ou RR derrière, c'est assez facile à faire et on peut faire des choses très sûres. Donc vous avez quelque chose qui est pas mal. Mais en revanche, cette espèce de grand bazar que vous voyez à droite qu'il va falloir manipuler, qui va faire 25-30 mètres de haut, je ne sais pas combien, ben ça vous fait un hall très grand, énorme. Ce hall, ça va être, je dis, la même sûreté que les autres réacteurs. Il faudra qu'il résiste au choc d'un avion de chasse. Et là, vous commencez à avoir d'énormes quantités de béton, parce que vous avez un bâtiment qui commence à être lui aussi extrêmement joufflu. Puis vous allez rajouter à ça, bien sûr, il faut mettre les turbo-alternateurs, il en faudra 6 au lieu d'un, les bâtiments correspondants, etc. Et puis, en face de ça, ben, vous avez ce que j'appellerais la communication. Alors la communication, c'est que vous voyez en bas, on ne vous explique pas tout ça. On vous dit que le réacteur arrive tout terminé, tout fait sur un camion. Donc c'est super génial. La qualité est là, ce sera formidable. Le deuxième, regardez l'image en haut à droite. C'est l'image qu'on présente de ce que sera le réacteur sur le site d'Idaho Falls. Expliquez-moi comment ce bâtiment résiste à la chute d'un avion de chasse. Sûrement pas. Donc là, on est dans de la com. Et c'est là qu'on va voir que la vraie bataille, elle va être maintenant au niveau, est-ce que ce tas de technologie, est-ce que ce gigantesque bâtiment, cette manutention, multiplié par 6, multiplié par 20, multiplié par 25, est-ce que ça va être compétitif avec un grand réacteur? Et ça, aujourd'hui, la démonstration n'est bien sûr absolument pas faite. Par contre, ce réacteur, ce sont les mêmes combustibles que les nôtres, c'est le même cycle que combustible, c'est le même enrichissement, c'est le même beaucoup de choses. Donc, il y a quand même des points extrêmement positifs. Est-ce que ce concept a beaucoup de succès? Ben, vous voyez, là, vous aviez le cas américain. Vous avez à gauche la Corée qui est en train de travailler ça avec un financement de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, son grand désert, elle mettrait bien des petits réacteurs un peu partout qui sont à 5, au lieu de faire un réseau électrique monstrueux. Ça peut être une idée intéressante.
Vous voyez apparaître que la Russie a également un modèle de 200 MW thermiques, c'est-à-dire à peu près 70 MW électriques. Vous voyez que les Russes ont aussi un nouveau modèle pour un brise-glace. La Chine, alors eux, ils sont avancés puisqu'ils sont en train de couler le radier. Donc eux sont bien avancés et ils sont aussi sur des réacteurs qui sont de la gamme des 70 à 100 ou 150 mégawatts électriques. Donc c'est quelque chose qui se développe. Beaucoup de gens y travaillent. Alors Neward. Alors en France, c'est un projet qui est mené par EDF, Technip, le CEA, Naval Group, etc. Alors là, je trouve que la communication est plutôt plus honnête, parce que vous voyez, d'entrée de jeu, on vous présente un site qui vous montre qu'un site de petit réacteur, ce n'est pas un petit site. Parce qu'il va falloir mettre tout ce qui doit être autour du petit réacteur. Hein, vous allez avoir le stockage du combustible, les alternateurs, les ateliers, les bureaux, etc. Donc vous commencez à avoir des sites qui ne sont pas si petits que ça. L'objectif de ce projet, c'est de coller à des technologies qui sont éprouvées et spécifiques. On verra, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, faire un générateur de vapeur à l'intérieur de la cuve, ce n'est pas la technologie des générateurs de vapeur de l'EPR. C'est quelque chose de très, très différent. Et là, il faudra apporter la preuve. Et là, donc, ils ont fait un choix. Eux ont fait le choix de l'intermédiaire, du passif, mais pas seulement du passif. Ce qui veut dire qu'on monte à 170 MW électriques. Et comme on sent qu'ils sont plutôt adaptés à des réseaux qui ont déjà une certaine qualité, un certain niveau, ils disent, eh ben, pour réduire les coûts, on fait 2 fois 170. Ça permet d'être pas mal passif, mais en même temps d'apporter 340 MW électriques qui correspond pratiquement à la puissance d'une centrale à charbon, comme il y en a beaucoup. Donc vous voyez, il y a une idée commerciale derrière ça. Et puis derrière ça, on voit apparaître l'idée de l'adopter à la cogénération, production d'hydrogène, désalinisation, etc. Donc ça, c'est le projet français qui en est donc à peu près 5 ans d'avancée. Alors là, on arrive à une configuration qui est à la fois un peu la même et à la fois différente. Dans le sens que vous voyez qu'on va se retrouver avec au milieu une cuve qui ressemble pas mal à un PWR, dans laquelle on a intégré les générateurs de vapeur. Donc on n'a plus les énormes générateurs de vapeur à côté. Tout ça est mis dans une enceinte de confinement qui est nettement plus grande que celle qu'on a vue tout à l'heure autour du réacteur de NuScale, par exemple. Ce qui veut dire qu'il y a un volume. Dans ce volume, on voit qu'il commence à avoir de la tuyauterie. Bon, alors là, on voit apparaître qu'il y a probablement des choses qui ne sont pas forcément totalement passives, mais c'est un mélange des deux, une certaine simplification. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus petit qu'un PWR actuel. On voit qu'on met 2 réacteurs dans une piscine avec le combustible au milieu. Et ce qu'on voit comme avantage, c'est quand vous mettez ces réacteurs dans les piscines, eh bien, de la même manière, l'enceinte qui est immergée est une source d'évacuation de chaleur facile et on n'a plus qu'à refroidir la piscine. Donc là, on a apporté un élément que j'appellerais de sûreté passive qui est déjà extrêmement notable. Donc, ça en est là. Vous voyez quelques données techniques avec certains progrès particuliers, cœur sans bord, source froide de sûreté autonome. On l'enterre en partie, ce qui permet de faciliter la résistance à des accidents externes ou à des chutes d'avion, etc. Et puis, alors surtout, là, il y a un gros effort avec tous les industriels français, c'est d'arriver à une standardisation très poussée, faire qu'il y ait un seul modèle de vanne, un seul modèle d'informatique, etc. Donc, standardisation, construction modulaire très poussée. Donc ça, c'est le projet français. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce projet a eu, il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ans, a eu une dotation dans le cadre du plan de relance suite au Covid, et il vient d'obtenir, via le discours de Macron, 500 millions d'euros pour un développement, un objectif d'être capable d'en construire au moins un en France assez rapidement. Alors le assez rapidement, je ne vous dirai pas combien c'est. Est-ce que c'est 6 ans, 10 ans, 15 ans? Ça dépendra de beaucoup de choses. C'est des qualifications qu'il faudra apporter à toutes les nouveautés. Donc ça, c'est le projet français. Alors ensuite, les réacteurs innovants. Je ne sais pas ce qu'il y a, il y a eu un changement de format là, qui fait que ça marche l'un sur l'autre, c'est pas grave. Alors, les réacteurs innovants. Alors d'abord, je vais vous décevoir en vous disant que tout a été inventé il y a 60-70 ans. Pourquoi? Parce que la physique nucléaire, c'est quelque chose d'assez simple. Une fois que vous maîtrisez les équations
du nucléaire, votre imagination peut aller très très vite. Et je peux vous dire que quand il y a eu la grande conférence Atom for Peace en 1956, pratiquement tout était déjà sur la table. Tous les modèles étaient là. Les réacteurs à sodium, les réacteurs à gaz, les réacteurs à haute température, ils étaient tous déjà inventés. La deuxième chose, c'est que presque toutes ces options inventées dans les années 50 ont été essayées dans les années 60-70, un peu partout dans le monde. Et à des niveaux de puissance qui étaient ceux des SMR, parce que c'était pour essayer à l'époque. Donc derrière ça, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. Et on va voir que toutes les startups qui veulent démarrer là-dessus, la première chose qu'ils font, ça va être d'aller pirater tous les dossiers anciens pour retrouver toutes les données. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Alors les objectifs, quels y sont? Alors je l'ai dit, c'est l'élargissement du marché, haute température, etc. Et on va avoir quelque chose qui est très important, c'est optimisation de la ressource uranium. Parce que c'est bien joli de dire qu'on va faire beaucoup, beaucoup de nucléaire dans le monde. Encore faut-il qu'on n'utilise pas seulement l'uranium 235 et un peu de plutonium, encore faut-il qu'on arrive à utiliser l'uranium 238 ou le thorium, avec la filière thorium-uranium 233. Donc on entre dans un nouveau domaine qui est optimisation de la ressource. Puis le troisième point, c'est réduction de la nocivité et de la durée de vie des déchets avec la transmutation. Donc là, on voit apparaître, et là, je ne peux que rappeler que derrière tout ça, vous aviez un machin qui s'appelait Superphénix, qui a été arrêté sur décision politique. Bon, c'est comme ça, on peut le regretter, c'est aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'un peu nouveau, c'est ce que je mets en dernier, ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est que on voit apparaître des startups, puisque maintenant, la construction du nucléaire, ça a été très étatique, avec des grandes entreprises adossées à l'État, etc., y compris dans les pays comme les États-Unis. Il faut voir la puissance du DOE. Hein. Là, maintenant, on voit des startups, on voit des gens qui veulent devenir les Elon Musk du nucléaire. Et ça donne une configuration très particulière. Les gens diraient, alors, qu'est-ce que ça donne comme configuration? Je crois qu'il faut regarder ce qu'a fait Elon Musk pour le spatial. Et c'est ce qui est en train de se passer. On va chercher tous les dossiers de la NASA, qui les offre généreusement sous directive du gouvernement américain. On va regarder tout le personnel de la NASA et on fait un choix bien pesé pour prendre les 100, les 200, les 300 meilleurs. Et on les met dans un bocal et on leur dit innover le plus possible en innovant le moins possible. Ça veut dire que utilisez au mieux ce qui est déjà démontré pour aller vite, mais ayez l'originalité d'arranger toutes ces briques pour faire un bâtiment différent. Et on va trouver ce qu'avait fait Elon Musk avec les fusées récupérables. Mais ce sont les mêmes fusées que celles qui partaient par récupérable, ou à peu de choses près. Donc vous voyez, on entre dans c'est ça l'idée qu'il y a derrière ça. Et ce n'est pas l'idée d'inventer des trucs miraculeux auxquels personne n'avait pensé. Alors, pour progresser là-dedans, là aussi, il faut savoir que depuis une trentaine d'années, 25-30 ans, il y a eu un forum international, dit Forum international Génération 4, avec lequel j'ai travaillé il y a plus de 20 ans. Hein. Et ce forum, c'était tous les pays qui s'étaient mis ensemble pour réfléchir. Ils avaient identifié une vingtaine ou une trentaine de concepts de réacteurs. Ils ont fait une analyse ensemble. Tous les pays, les grands pays nucléaires y étaient tous. Et ils ont décidé que finalement, il y avait 6 modèles qui sortaient du lot et qui seraient les plus intéressants, où on voit apparaître les réacteurs à très haute température avec des combustibles, avec du graphite, des carbures de silicium, etc. On voit apparaître des réacteurs à sel fondu, j'en dirai un peu mot tout à l'heure. Les réacteurs rapides, c'était notre Superphénix. Des réacteurs à eau supercritique, ça n'a jamais été fait. Des réacteurs à gaz pour des températures intermédiaires. Et puis des réacteurs qui ont un réfrigérant plomb. Ça, c'était une spécialité russe. Mais en gros, ils avaient dit, en dehors de ces 6 modèles, on ne pourra pas faire grand-chose de mieux. Et ça a été pas mal de réflexions. Et l'énorme qualité qu'a eu ce forum Génération 4, c'est que ça a maintenu la compétence à un moment où le nucléaire s'était endormi dans le monde. Donc ça a maintenu la compétence pendant 15-20 ans. Et puis, ça a fait aussi autre chose, c'est que ça a généré beaucoup d'opérations de R&D qui fait que les installations expérimentales dans tous les pays du monde, beaucoup en France, beaucoup aux États-Unis, beaucoup partout ailleurs, ont été maintenues en activité et beaucoup d'entre elles existent encore maintenant, même rénovées. Donc ça a été très favorable de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réacteur innovant?
on va regarder un qui est assez amusant, qui est le réacteur à sel fondu. Alors là, il n'y a plus d'éléments combustibles, vous avez une soupe. Alors cette soupe, c'est un chlorure de quelque chose, vous verrez une formule tout à l'heure. Donc vous avez du liquide, et le liquide, il est au milieu du cœur du réacteur, qu'on voit ici, puis on voit de chaque côté des pompes qui font que le liquide tourne, ce qui permet de l'homogénéiser. On voit qu'il y a des tuyaux qui permettent de prélever ce liquide pour l'amener à un échangeur ou pour essayer de récupérer de la puissance. Et puis on voit qu'il y a d'autres tuyaux qui permettent d'extraire le liquide pour le traiter en continu et donc enlever une grande partie des produits de fission, ce qui veut dire que la quantité de radioéléments qui est dans le cœur du réacteur est bien inférieure. Pas d'accident, c'est très bien. Donc on extrait ce liquide, on extrait les produits de fission, on réintroduit les transuranides qui sont à très très longue durée de vie pour qu'ils soient, autant que faire se peut, transmutés en produits à vie courte. Donc vous voyez, on entre dans ce que j'appellerais la vertu du réacteur innovant, faible déchet, haut rendement, etc. Tout ça à 600 degrés, donc bon rendement électrique. Alors quand on regarde, bien sûr, ça paraît très simple, quand on regarde une machine réelle à côté, on voit qu'on arrive à des schémas qui sont quand même sensiblement plus compliqués, mais ça c'est la vie technologique, hein, c'est toujours comme ça. Et puis on voit apparaître qu'on va avoir des circuits, et là on retrouve Superphénix, c'est-à-dire que vous avez un premier circuit de sel fondu, puis vous en mettez un second de sel fondu pour ne pas risquer d'avoir une réaction entre une eau très chaude et un sodium et un chlorure très chaud, qui ne serait pas très sympathique. Donc on reporte le lien entre un sel fondu non radioactif et l'eau et la vapeur, on le reporte à l'extérieur du réacteur. C'est ce qu'on avait fait exactement sur Superphénix avec un premier réseau sodium, un deuxième réseau sodium et ensuite un réseau vapeur. Donc on retombe sur des idées comme celle-là. Et là, ce que je vous montre, eh bien, un réacteur à sel fondu de 70 MW thermique a fonctionné pendant 10 ans à Oak Ridge aux États-Unis. Alors vous avez là-haut la formule, vous voyez que ce n'est pas évident, hein, sel fondu. Et il a été arrêté au bout de 9 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que dans cette soupe de produits de fission, il y en avait qui étaient assez corrosifs pour les aciers qui étaient en place. Et donc, ils l'ont arrêté sur corrosion. Donc ça a été le problème. Mais il a quand même tourné pendant 10 ans. Et je l'ai moi-même visité en 1969. Hein, donc il y a bien longtemps. Donc ça, ce réacteur sel fondu, depuis, il n'y en a pas eu d'autres qui avaient été faits. Alors, est-ce que les Français s'y intéressent? Pour le moment, ce que j'en sais, parce que maintenant je suis un peu éloigné de mon ancienne boutique, c'est qu'il y a une étude de concept qui a été faite. Ce n'est pas ce qu'on appelle un avant-projet, ce n'est pas une étude lourde, c'est les gens ont réfléchi, tiens, si on devait s'intéresser à ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? Donc, ils ont listé avantages, inconvénients. On voit apparaître quand même 600 degrés, c'est très bien pour faire l'électricité. On voit apparaître qu'il y a des contre-réactions très négatives, c'est plutôt mieux que ce qu'on avait avec Superphénix. On voit apparaître la possibilité de vidanger le réacteur et de le rendre totalement sous-critique. On voit la bonne gestion des matières. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit corrosion, métallurgie, on voit chimie pour traiter le sel, on voit la gestion des matières radioactives, la gestion des fuites, les procédures d'exploitation. Tout est nouveau là-dedans. C'est pas simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Alors, pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que si le CEA s'intéresse au niveau du concept, eh bien, au niveau du projet qui est celui-ci, eh bien, derrière ça, vous avez l'argent de M. Bill Gates. Là, on est dans le phénomène start-up. Donc, une vision beaucoup plus dynamique de la question que celle que nous avons aujourd'hui en France. Donc, il y a aujourd'hui un travail qui est fait sur l'esquisse d'un programme SMR qui, je pense, va être présenté dans le cadre du concours d'appel d'offres, de l'appel d'offres en cours pour les procédés innovants, puisque M. Macron a décidé de mettre 500 millions d'euros sur quelques projets innovants. Donc, je pense qu'il sera présenté par les partenaires nucléaires français. Alors, les réacteurs à neutrons rapides, eh bien là aussi, on en voit se développer. Là, c'est ce qu'on a fait nous, Phénix, Rhapsody, Phénix, Superphénix. Donc, vous avez TerraPower aux États-Unis qui monte un projet. Vous avez en Russie, ils ont déjà 2 réacteurs de 600 et 800 MW électriques qui sont opérationnels. Ils sont en train de réfléchir à un petit réacteur. Et vous voyez qu'en France, il y a quand même eu une époque, on a eu des réacteurs rapides qui ont fonctionné jusqu'en 2010 avec le réacteur de 600 MW
qui était Phoenix. Alors, je ne suis pas loin maintenant du bout de l'exposé. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça bouge, ça bouillonne. Là, vous avez tout ce qui passe actuellement entre États-Unis et Canada. Je pointe que le Canada, grand pays, avec des zones quasiment inhabitées sur des centaines de kilomètres, puis tout d'un coup une ville, eh bien, cette idée de réacteurs de petite et moyenne puissance les intéresse beaucoup, donc ils sont très dynamiques sur le sujet. Et vous voyez que là-dedans, il y a toutes sortes d'applications correspondant soit à des réacteurs à haute température, soit des réacteurs rapides, soit des réacteurs à sel fondu. Ces réacteurs à sel fondu, il y en a 2 ou 3, je crois d'ailleurs. De la même manière, vous avez la Chine, qui est très... Alors la Chine, c'est un petit peu ce qu'étaient les États-Unis dans les années 70. Ils essayent tout. Ils font tout en même temps. Donc extrêmement dynamique. Et ils ont aujourd'hui 5 ou 6 installations de petite et moyenne puissance qui fonctionnent sur des technologies diverses. Puis ils ont surtout ils ont une vision de ce qu'ils veulent. Et dans la vision de ce qu'ils veulent, ils disent les SMR, pourquoi on en aura besoin? On en aura besoin pour faire du chauffage, parce que le nord du pays est peu peuplé et très froid. On en aura besoin dans le secteur du Tibet, très peu peuplé et très froid aussi, mais là on aura besoin de faire l'électricité. On a besoin de faire de la désalinisation dans une zone où on commence à manquer d'eau, parce qu'il y a des populations énormes. Donc eux, ils sont en train de bâtir une stratégie politique autour des SMR en même temps que des réacteurs de forte puissance, parce qu'ils ne sont pas en train de basculer de l'un vers l'autre. Donc tout ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, tout ça, c'est un contexte nouveau. Alors, petite remarque, vouloir faire des réacteurs de petite puissance, la sûreté intrinsèque, c'est un côté très intéressant, très agréable, qui est de dire, donner confiance aux gens. Si on leur propose un réacteur comme celui-là, ils accepteront 1, 2, 3 réacteurs, puis ils se diront peut-être après, si c'est moins cher, on en fera un peu plus gros, parce qu'on s'est habitué, ça marche bien. Donc il y a un côté donner la confiance. Il y a un deuxième côté plus pernicieux. Ça, c'est la tendance que j'appellerais de l'écologie politique européenne. C'est de dire, on ne fait plus de gros réacteurs, attendons les merveilleux petits réacteurs, en sachant qu'ils savent parfaitement que ce ne sera pas avant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, en gros, ils reportent à beaucoup plus tard un redémarrage du nucléaire en Europe. Donc, derrière ça, vous voyez, il y a une alliance assez singulière entre des gens qui, de manière très sincère, sont intéressés par des réacteurs très sûrs, et ceux qui disent, plus on reporte loin, moins on en aura besoin. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un peu bizarre. Donc, on voit apparaître les réacteurs à eau qui vont démarrer. Les réacteurs innovants, bon, moi, je suis incapable de vous donner une date. Parce que quand vous regardez le réacteur à sel fondu, c'est quand même une machine sacrément compliquée. Avoir démontré que, comment simuler un mélange avec une soupe de produits de fission, de matériaux divers, comment simuler ça pour faire des essais métallurgiques? C'est pas évident. En rajoutant à ça des neutrons rapides. En gros, ce qu'ont fait les Américains dans les années 70, c'est qu'on en construisait un pour voir ce que ça faisait et on corrigeait ce qui ne marchait pas. Et ça prend énormément de temps. Donc, est-ce que ces petits réacteurs, en dehors de ceux qui sont des réacteurs à eau, est-ce qu'ils vont arriver vite? Bon, mon avis personnel, je ne les vois pas vraiment avant 2040-2050 pour les tout premiers. Au niveau industriel, la deuxième partie du siècle, pas avant. Mais ça, ce n'est qu'un avis personnel. Et ça demandera beaucoup, beaucoup de travail. Il y a quand même un facteur très favorable, qui est l'envolée du prix du CO2. Là, on est à 80 € de la tonne de CO2. Le jour, on sera à 300, 500, 600, 710, qu'on va monter à 700 € la tonne. Un réacteur cher peut devenir rentable. Ça, c'est un facteur favorable. Deuxième facteur favorable, c'est que comme tout le monde fait des éoliennes et du solaire, tout le monde veut du gaz, et on voit bien la compétition qui est en train de se créer. Donc ça aussi, ça va favoriser des systèmes un peu chers, mais qui sont quand même bien maîtrisés. Et puis, on va avoir, bien sûr, tous ces continents qui ont un besoin énorme d'énergie. Pensez à l'Afrique, pensez à toute la Sibérie, pensez à tout le Canada, pensez au Brésil, tous ces pays, pour qui planter quelques dizaines de petits réacteurs à gauche et à droite évite de monter un ensemble de réseaux monstrueux, très compliqués, avec de grosses machines.
Donc ça, c'est général. Du côté de la France, on a un fonds de connaissances et d'installation de qualification énorme. Et en particulier, quand on regarde toute la partie aval des réacteurs, partie aval, le retraitement et tout ce que ça comporte, on a une avance considérable par rapport au reste du monde, à peu de choses près. On a des décisions récentes qui sont très négatives, puisque avoir nommé à la tête du CEA des gens qui étaient plutôt, au moins en partie antinucléaires, fait qu'on a beaucoup déshabillé les équipes. Il faut maintenant les retrouver, les remonter, les refaire repartir. Il faut embaucher des jeunes. On se pose une question. Quand on voit qu'on promet de tout faire en même temps, est-ce que c'est de la volonté ou est-ce que c'est velléitaire? Je ne sais pas. Pour moi, quand je vois les chiffres que je vous ai donnés en début de conférence, avec ce que disent les Allemands, ils parlent de 400 gigawatts pour en fournir 80 ou 90. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Moi, je n'en sais rien. Et puis, on a un autre problème en France, c'est qu'il y a eu ce que j'appellerais un entrisme de gens antinucléaires dans toute l'administration française et de la forte industrie française. Et si vous regardez aujourd'hui, vous regardez la Commission nationale du débat public, vous regardez certaines grandes entreprises, vous regardez le ministère, vous regardez l'ADEME, on n'est pas en face de gens qui sont favorables au nucléaire. Et il y a donc cette espèce de distorsion entre un président qui a pris une attitude plutôt dynamique, au moins à titre verbal, et derrière ça, toute une équipe qui va résister. Pour vous donner un exemple, à une demande de lancer une première concertation pour les 6 premiers EPR, la patronne de la Commission nationale du débat public, ah non, moi je ne le lance pas, j'attends que la loi ait été changée. Donc je gagne 2 ans ou 3 ans. Donc vous voyez, pas facile. On est aussi dans un combat. On est en train peut-être de passer d'une administration française qui était devenue assez antinucléaire à une administration qui va falloir qu'elle se réhabitue au nucléaire. Pas simple. Et puis, on a un dernier point qui est général à la France, la lourdeur des processus. On met tout en série, il faut beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit. Donc, il va falloir corriger tout ça. Je ne sais pas comment on va faire, j'espère qu'on le fera. Donc, derrière ça, quand même, moi, je porte un message qui est positif. Le message positif, c'est que il y a des gens qui disent on est capable de faire du nucléaire sûr. Peut-être très petit, peut-être de moyenne puissance, mais ça peut donner confiance à des pays qui n'ont plus la confiance. Ça, c'est bien. 2, à l'exportation, on le voit très bien sur cette figure, on voit bien tous les endroits où on pourrait en mettre pas mal, parce que ce sont des endroits, ce sont des pays peu densément peuplés. Et puis, on va avoir aussi tout ce côté indépendance énergétique qui est en train d'apparaître, et on voit bien que ce qui est en train de se passer avec le pétrole et le gaz est en train de bousculer singulièrement le monde politique actuel, voire la population, et ça pourrait mener pas mal de gens à réfléchir et à sortir d'avis un peu péremptoires et pas forcément toujours justifiés sur un plan technique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de votre attention. On passe aux questions? Absolument. Est-ce qu'il y a un porteur de micro? Ou est-ce que vous descendez vous descendez le prendre? Sinon, c'est plus simple de répéter la question. Sinon, il faut répéter la question. C'est peut-être plus facile. Allez, qui s'y jette à l'eau? Oui. Donc, sur la réfrigération passive des SMR, je n'ai pas bien compris. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas besoin de pompe à l'extérieur de la cuve, mais on met la cuve dans une piscine qui elle-même a besoin d'être refroidie, donc il faut des pompes. Donc du coup, je ne vois pas trop ce que ça moins connu qu'avant. Oui. Alors, la question, effectivement, est de dire, est-ce qu'on peut vraiment faire du passif? Bertrand Cassoret, je suis chercheur à l'Université d'Artois et auteur d'un livre. Alors, la réponse, elle est petite puissance. Si vous n'avez que 70 MW électriques, ça veut dire que la puissance résiduelle au bout d'un jour ou deux, elle va être minuscule.
on va tomber d'abord à 1 mégawatt. Déjà, on perd pratiquement un facteur 10 dans les premières secondes, puis après ça décroît assez vite sur 2 ou 3 jours. Donc vous allez vous trouver en fait avec des dizaines de kilowatts. C'est presque rien. Alors, dizaines de kilowatts, vous pouvez très bien, entre une piscine et l'atmosphère extérieure, avoir un système en convection naturelle. Vous avez une eau qui tourne en convection naturelle et qui est refroidie par un courant ascendant d'air. C'est imaginable. Après ça, il faut faire les calculs. Moi, je n'ai pas fait le calcul. Mais globalement, oui. L'avantage qui a été dit, c'est qu'on a constitué un échangeur qui est la cuve, l'enceinte de confinement. Et cette enceinte de confinement, elle est dans une piscine. Donc, c'est une énorme surface d'évocation de chaleur. Et puis, derrière ça, vous faites un circuit très simple vers l'extérieur. Donc, moi, je n'ai pas les détails, parce que ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait avoir accès au rapport de sûreté qui a été remis à l'autorité de sûreté américaine. Moi, je ne l'ai pas. Peut-être qu'on peut le trouver, je n'en sais rien, mais il faut aller regarder ce détail-là. Donc, oui, on peut imaginer du passif. Quand on monte à 100-170 MW électriques, là, on sent que ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué, au moins pendant un certain temps. Parce que les puissances résiduelles, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, seront quand même encore assez importantes. Et là, on demandera peut-être à voir, ce que je disais tout à l'heure, des circuits redondants, voire des circuits différents, qui permettent de s'assurer qu'on a une très bonne fiabilité d'ensemble. Mais en même temps, on en mettra un peu moins, parce qu'on a, in fine, on peut évacuer de la chaleur facilement vers l'atmosphère. Donc oui, je pense, après ça, il faut calculer. C'est réalisable. Petite puissance. C'est ça le mot magique. Est-ce que la sécurité intrinsèque des SMR est vraiment garantie, bien que ces réacteurs soient de plus faible puissance et en théorie fabricables en série? Il s'agit quand même d'une technologie nouvelle sur laquelle on a peu de recul. Et le fait d'en entreposer plusieurs au même endroit pourrait poser des problèmes de sûreté similaires aux réacteurs de forte puissance en cas d'accident en chaîne. Oui, on va rentrer dans ce que va être alors, la question posée, c'est est-ce qu'un réacteur à sûreté intrinsèque est vraiment à sûreté intrinsèque? Est-ce que le fait de rajouter plusieurs réacteurs dans la même enceinte n'apporte pas un niveau de risque supplémentaire, hein? Alors, on rentre typiquement dans ce que va être la discussion des autorités de sûreté. Ça va être une discussion dure. Que vont dire les autorités de sûreté quand on va leur expliquer que la chaleur peut circuler sans aucun système mobile, sans pompe, sans rotation, sans ventilation, sans je ne sais pas quoi. Bon, il va falloir leur faire la démonstration. Et là, on tombe un peu sur ce que je disais du forum Génération 4, c'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà aujourd'hui des installations qui permettent de faire cette démonstration à une échelle raisonnable? C'est assez facile d'amener 70 mégawatts thermiques ou 100 mégawatts thermiques dans une enceinte, avoir de l'eau et puis voir comment ça se passe. On peut le faire. Ou est-ce qu'il a fallu construire des installations pour le faire? Est-ce que par des procédés de modélisation, on a pu le faire à plus petite échelle? Et est-ce que c'était convaincant? Donc oui, on entre typiquement dans ce que va être la discussion. Et pas du tout impossible que, in fine, on peut même avoir une autorité de sûreté. En France, je ne serais pas surpris, qui vous dit je suis d'accord avec vous, vous m'avez démontré que c'est intrinsèque, mais je vais quand même vous demander d'ajouter un ou des circuits au cas où. Et ça, on va peut-être aussi le voir arriver. C'est pas simple. C'est une discussion extrêmement dure et il faut faire beaucoup de démonstrations et il faut faire des démonstrations souvent expérimentales. Mais il faut se rendre compte que tout ça me paraît d'une simplicité biblique par rapport à gérer des sels fondus, ce qui est une autre question. Expert judiciaire et ancien membre de l'autorité de sûreté nucléaire. Est-ce que ces réacteurs sont rechargés sur site ou renvoyés en usine? Il y a plusieurs concepts. Par exemple, si vous prenez les 2 réacteurs qui fonctionnent actuellement en Sibérie, qui sont les 2 réacteurs russes, là, si j'ai bien compris, le réacteur était ramené je ne sais pas où au port de départ pour changer le cœur. C'est le cas. Quand on regarde les
les projets qui nous ont été présentés comme NuScale, vous verrez que dans le projet NuScale, il y a d'une part un poste de chargement-déchargement, et il y a une piscine de stockage des combustibles irradiés. Donc là, on rentre dans un schéma qui est plutôt celui des réacteurs classiques. Je crois que les deux existent. Alors, quel sera le coût, je n'en sais rien. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le premier projet qui est en train de sortir, j'élimine le cas des Russes et des Chinois, qui sont dans une gestion qui est très différente. Dans le cas américain, c'est évident que sans un financement lourd du DOE pour faire la démonstration à Idaho Falls, aucun industriel ne ferait ça aujourd'hui. En revanche, en le faisant une fois, en ayant l'expérience d'exploitation, à ce moment-là, on peut, après 2 ou 3 années d'exploitation, arriver à dire ça va pas, on peut optimiser, et puis là, on pourra commencer à faire des calculs de coûts. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas une seule étude qui est capable de donner un coût prévisionnel. Donc non, on est dans la même situation. Sur les réacteurs innovants, on est dans la même situation que dans les années 60-70 dans le monde. Sur les réacteurs moins innovants, comme les réacteurs à eau légère, type NuScale ou type NuWard, je pense là quand même qu'on a les moyens de calcul pour tout ce qui concerne le béton, les cuves, etc. On a moyen quand même de faire des appréciations. Je n'ai pas dit de donner un prix, mais au moins d'apprécier ce que sera le coût d'investissement. On a les moyens. Il y avait quelqu'un là? Oui. Je voudrais juste alterner avec les questions à distance. Merci. Fabien Rose qui demande comment seront gérés les aspects de résistance aux agressions extérieures, séismes, dès lors que ces SMR sont destinés à être installés un peu partout. Et une deuxième question dans la foulée, le projet français NuWard peut-il se passer d'une coopération internationale? Alors, sur la première question, je vous ai déjà donné la réponse dans l'exposé. La sûreté de ces installations sera la même que celle des installations existantes. C'est-à-dire que, quelles qu'elles soient, elles devront résister aux mêmes horreurs, aux mêmes accidents, aux mêmes agressions externes. Je parlais de la chute d'avion, mais il y en a bien d'autres, l'explosion d'une installation. Par exemple, si on veut mettre des réacteurs, puisqu'il y a un intérêt industriel, les industriels, ça les embête d'avoir ce qui vient de se passer. Vous faites de l'aluminium, et d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui vient vous dire votre électricité, vous allez la payer 50% plus cher qu'avant ou 60%. On tue son business. Donc la tendance des industriels, pour certains, c'est de dire, moi, je vais acheter un réacteur de petite et moyenne puissance, adapté à mon site, qui me donnera de l'eau chaude, de la vapeur, de l'électricité, et je sais combien ça me coûtera, je pourrais monter un business plan. Donc oui, il y a un intérêt. Donc c'est comme ça que ça peut fonctionner. Mais, dès qu'on va parler sûreté, c'est absolument évident, ce que disent les autorités de sûreté, on va utiliser les mêmes contraintes, les mêmes règles. C'est pour ça que quand on voyait tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure dans la question, j'en mets 6, est-ce qu'il va y avoir une interaction entre les 6 dans un hall unique? Comment est-ce que je gère ça? En France, depuis Fukushima, on a quand même poussé le bouchon très loin. En France, les études de sûreté qui sont faites en supposant que tous les réacteurs d'un même site ont un accident grave, ont le cœur qui fond, etc. C'est ce qu'on nous demande d'étudier aujourd'hui. Eh bien, on leur demandera pour le moment d'étudier la même chose quand ils en mettront 6 ou 10 dans le même bâtiment. Très probablement. Donc oui, ils vont découvrir durement la vie de la sûreté nucléaire. Alors, je n'ai aucune information. Pour le moment, c'est très possible qu'il y ait des contacts, mais là, vraiment, je ne suis pas informé. Il y avait une question là-haut. Oui, ce qu'on appelle les coups échoués. Le politique, il dit oui un jour, et puis souvent il dit non. Est-ce que pour ces réacteurs, vous avez un peu plus d'expérience? Est-ce que vous voyez qui améliore
ces deux points-là? Alors, il y a deux. Alors, toute la question, c'est comment maîtriser, en particulier financièrement, un projet comme celui-là, en sachant que on est sur du temps très long. Alors, il y a déjà un correctif. C'est que quand vous construisez un réacteur comme l'EPR, il est dimensionné au départ pour 60 ans. Quand vous faites de l'éolien du solaire, c'est plutôt sur la vingtaine d'années. Donc, vous allez payer cher en coût échoué, parce que vous allez mettre 6, 8, 10 ans à le démarrer. Mais en revanche, après ça, une fois que vous avez remboursé votre capital, ça va durer très très longtemps et vous y trouvez un gros intérêt à long terme. Et ça, les politiques devraient y réfléchir. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie question derrière ça. Et là, en ce qui me concerne, je suis assez catastrophé par le système français qui a empilé en série des tas d'obligations. Vous commencez par faire une concertation, le temps que la concertation sorte, pour savoir si on a le droit de penser à en faire. Concertation, elle va durer, on met 1 an à la faire, on met 1 an de plus à avoir le rapport. Après ça, vous allez voir, si la décision est prise, il faut faire le tour avec le Parlement, le Sénat, etc. Puis après ça, vous allez avoir une enquête publique, puis après ça, vous allez avoir une demande d'autorisation de création, puis après ça, vous allez avoir un permis de construire. Et puis tant que vous n'avez pas le permis de construire, vous n'avez pas le droit de faire les préparations du site. Donc je dis que la France, aujourd'hui, a fait tout ce qu'il fallait dans le nucléaire pour que ce soit le plus long possible. Par contre, depuis 4-5 ans, j'entends dire, sans arrêt, qu'on est en train de réduire la concertation, les obligations, les réglementations pour tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc c'est possible. Donc ma première tendance, c'est de dire ce à quoi devrait réfléchir le gouvernement et le futur gouvernement, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre décision de faire 6 EPR soit prise rapidement. Et puis derrière ça, j'ai une deuxième remarque, c'est que EDF dit clairement, moi je veux en lancer 6. Parce que si je lance en 6, je fais une espèce de gestion du timing qui fait que j'en ai qui commencent à tourner alors que je suis en train d'en construire d'autres. Donc je commence à avoir des recettes alors que je suis encore en train de dépenser. Donc oui, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté du nucléaire qui sont les coûts échoués, voire même quelquefois des taux d'intérêt abusifs par rapport aux autres méthodes. Mais par contre, 60 ans, c'est très respectable. Donc vous voyez, oui, pas simple. Est-ce que vous allez diffuser vous pouvez donner accès à votre présentation? La présentation est entre les mains des organisateurs. Elle est libre de distribution, libre d'usage, libre de piratage. Oui. Imaginez que les SMR, c'était un peu plus simple que ça aboutirait peut-être plus vite et que ça pouvait servir pour faire de l'hydrogène, par exemple, avec des électrolyseurs, en concurrence par rapport aux éoliennes ou autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là-dessus, il y a tout un débat. Hein. Là, on sort du nucléaire seul pour parler de mix énergétique. Parce que, effectivement, quand on va parler d'hydrogène, l'hydrogène, il y a multiples moyens de le faire, en sachant qu'on passe quand même par l'électrolyse, donc par l'électron, donc par l'électricité. Alors, je ne vois pas pourquoi un petit réacteur serait meilleur qu'un gros pour faire de l'électrolyse. Ils font les mêmes électrons. Donc, moi, je dis, je ne vois pas de raison, sauf si vous avez un endroit très isolé, où vous avez un petit réacteur et vous faites en même temps l'hydrogène du coin. Donc ça, je peux l'imaginer. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Après ça, il y a une deuxième question derrière qui est pas facile à analyser. C'est que pour faire de l'hydrogène, effectivement, vous pouvez dire, je vous montrais tout à l'heure qu'avec 177 gigawatts en milieu de journée pendant l'été, on aura beaucoup trop d'électricité. Donc on peut dire, effectivement, je vais utiliser ce trop d'électricité pour faire tourner les électrolyseurs. Après ça, est-ce qu'un électrolyseur qu'on fait tourner 3 heures ou 4 heures dans la journée, parce qu'il y a du soleil, sera plus rentable qu'un réacteur qui tourne en continu pour fabriquer de l'hydrogène en continu? Ben, il y a probablement des tas de calculs à faire et aujourd'hui, personne ne le sait. Il ne faut pas obliger aussi que l'hydrogène
c'est pas seulement le faire. Il faut le compresser, il faut le stocker. Après ça, qu'est-ce qu'on en fait? L'hydrogène, en principe, on va pas en faire de l'électricité, parce que le rendement global de l'électrolyseur jusqu'au bout du compte, la pile à combustible, le rendement, il est de 20-25%. Il vous faut 4 ou 5 kWh pour faire 1 kWh à la sortie. Donc cet hydrogène, on va plutôt l'envoyer pour faire du chauffage ou pour faire du méthane. Donc vous voyez, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas encore lu de documents convaincants sur hydrogène pour les excès intermittents ou hydrogène plutôt en continu avec des moyens pilotables. Puis il sera probablement entre les deux, mais ce n'est pas évident. Ben, non, mais c'est ce que je dis, l'hydrogène, les deux utilisations les plus simples, parce que le rendement ne sera pas mauvais, c'est l'injecter directement dans un réseau de gaz, éventuellement biogaz, c'est-à-dire on en met 10, 15, 20%, et c'est un bon comburant, et là le rendement n'est pas mauvais. Et l'autre solution, c'est les méthanisations. Et le méthane est utilisé pour faire de la chaleur. Ce sont les... Alors sinon, on pourra avoir quand même des piles à combustible pour des transports lourds. On en parle pour les trains, on en parle pour des gros camions. Certains même rêvent d'en mettre dans des avions. J'attends de voir. J'attends de voir. Oui. Ah, pardon. Simple, et là c'est de l'électricité non carbonée, que ça répond à des gens. On parle beaucoup. Selon vous, l'expert, qu'est-ce qu'il y a pourquoi on a dû attendre le discours de Belfort pour prendre conscience que ce qui n'était pas possible le devenait et qu'on pouvait donc prolonger. Alors la question, je vais la résumer. Pourquoi est-ce que M. Macron a mis si longtemps à décider ce qu'il a décidé le mois dernier? C'est ça un peu en résumé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens comme moi, mais comme d'autres dans la salle, qui depuis 10 ans, 12 ans, œuvrent, écrivent, font des articles, font des conférences. Attention, on le dit, j'ai été plusieurs fois interviewé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. J'ai bien dit ça. Je suis tombé sur des sénateurs, des députés. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu un entrisme dans l'ensemble de la structure nationale française de l'écologie politique antinucléaire. Parce que l'écologie politique, je ne parle pas de l'écologie en général, hein, je parle de l'écologie politique, elle est antinucléaire, parce qu'elle a été créée à partir de ça. Et donc, on se trouve avec... il ne faut pas non plus effacer la réalité. Il y a eu Tchernobyl, même si Tchernobyl, c'est un acteur qui a il y a eu Three Mile Island, c'était une bonne démonstration que ça pouvait ne pas être si grave que ça. Et c'était quand même un accident. Puis il y a eu Fukushima, qui a été totalement déplorable, pile au mauvais moment. Donc, on a ça derrière nous, qui fait que les gens qui étaient des nucléaires étaient très confortés. Donc, on s'est battu contre toute la technostructure qui était autour de François Hollande. On a, par le biais des associations dans lesquelles je suis, j'ai participé personnellement à pas mal de courriers qui ont été envoyés à Macron depuis 3-4 ans pour lui dire attention, attention, attention. Est-ce qu'on a eu un effet, est-ce qu'on n'a pas eu d'effet, j'en sais rien. Mais je crois que ça a percolé doucement. Il y a eu quelque chose qui a beaucoup motivé, c'est qu'il y a eu une grande discussion au niveau de l'Europe sur le financement du nucléaire. Ce qu'on appelle la taxonomie européenne. C'était la taxonomie pour une croissance durable pour certains, et pour d'autres, avec des idées bien en tête, pour une croissance verte. Donc il y a l'opposition entre durable et vert. Et ça a été une bagarre sanglante entre Allemagne, Autriche, Luxembourg et Danemark, contre le reste de l'Europe, pour dire qu'il n'est pas question qu'il y ait le moindre financement favorable au nucléaire. Dieu merci, il y a 2 ans, je pense que
notre président et le gouvernement se sont réveillés. Bruno Le Maire a été assez actif sur le sujet. Donc, quand ils ont vu que l'Europe était en train de s'organiser pour bannir le nucléaire définitivement de l'Europe, les Français se sont réveillés en disant « Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire ?» On a en face de nous la puissance allemande, qui est quand même absolument considérable au niveau européen. C'est l'Allemagne qui gère pratiquement la direction de l'énergie européenne. Donc, c'est compliqué. On est dans de la politique. Attendez, il y a 3 nouveaux. Ah non, puis en plus, attendez, j'en ai une. Ah oui, d'accord. On a le droit à une question. Si les SMR se généralisent, est-ce que ça ne va pas enterrer définitivement le projet ITER? Alors, si vous regardez mes transparents, alors je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, j'ai dit il y a des réacteurs innovants, mais il y a aussi des idées beaucoup plus futuristes qui sont déjà très anciennes. Celle-là aussi. Et dans les idées futuristes, il y a effectivement ITER, et on voit apparaître en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, des petites équipes, MIT, je sais où ailleurs, qui sont en train de réfléchir à des petits ITER, en disant mais peut-être qu'en faisant de la préfabrication, des machins moins monstrueux, on pourrait peut-être faire. Alors c'est pas évident, parce que c'est très difficile de faire la fusion dans des très petits volumes avec l'ignition. Il faut arriver à des plasmas, des températures de plasma extrêmement élevées. C'est pas ça. Mais il y a des gens qui réfléchissent à des petits ITER. Et puis il y a toujours au niveau européen, mais aussi beaucoup au CNRS en France, des gens qui réfléchissent à un système qui serait additif, qui ne remplace pas. C'est un système pour transmuter les déchets. C'est un accélérateur de protons qui envoie des protons de très haute énergie sur une cible de spallation qui est en métal lourd, qui provoque des émissions très fortes de neutrons de très haute énergie qui impactent un milieu sous-critique. Donc on se trouve avec un réacteur dans lequel on fait des réacteurs nucléaires, des réactions nucléaires, mais on est sous-critique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un emballement du réacteur. D'où assez sympathique. Mais on en parle depuis 20 ans et c'est comme les autres, ce sera pour la fin du siècle. Alors, je crois que l'IAEA et l'Agence internationale de l'énergie sont maintenant plutôt favorables au nucléaire. Il y a eu aussi une évolution assez importante au niveau du GIEC, Groupement intergouvernemental d'études du climat, qui a été quand même très réservé sur le nucléaire pendant 20 ans, puis qui, voyant que le monde progresse quand même très peu, est en train de dire est-ce qu'on a raison de se priver d'une telle possibilité? Donc ça bouge, ça bouge. Par contre, moi, ce que je sens au niveau des agences internationales, c'est qu'eux ne veulent pas favoriser l'un ou l'autre. Eux, ils disent on va avoir besoin de nucléaire, on aura du gros nucléaire. Je ne vois pas quelle bonne raison on aurait de remplacer 50 réacteurs chez nous par 300 ou 400 ou 500. Je ne vois pas l'intérêt, si on est capable de démontrer la sûreté. Par contre, il est clair qu'il y a des endroits où un gros réacteur, 1600 MW, c'est déjà gros pour beaucoup de pays. En gros, le gros marché des réacteurs nucléaires aujourd'hui, c'est 1200 MW. Ce n'est pas 1600 et ce n'est pas 300. La réalité, je dis bien, les SMR, ce sont des projets aujourd'hui, ce ne sont pas des réalités. À distance, Damien Mendes, qui est ingénieur énergétique, et quel serait le coût variable pour un réacteur type? Alors, je ne parlerai pas de prix de tout ça, parce que je n'en sais strictement rien. Et aujourd'hui, on peut peut-être trouver quelques journaux économiques qui disent ça pourrait être tant du kilowattheure ou tant, mais ils vont parler de coûts
d'exploitation, de coûts d'investissement. Vraiment, moi, je n'ai pas de réponse à apporter là-dessus. Je considère que je n'ai pas de données valables. Donc, je ne peux pas donner de prix. Après ça, le deuxième point, c'était... Alors, le positionnement, ben, moi je dis de manière tout à fait classique, il y a une difficulté. Ben oui, là. Il y a une difficulté, pourquoi? Parce que le nucléaire, c'est un investissement très élevé et coût de combustible faible. Ce qui veut dire que l'intérêt du nucléaire, c'est qu'il fonctionne en base. L'éolien et le solaire, investissement élevé, surtout si on prévoit le backup et tous les réseaux qu'il faut derrière, investissement élevé et coût de combustible nul. Donc ils sont pareils. Donc en toute théorie, ce sont les deux qu'on devrait mettre en priorité sur le réseau. Mais quand il n'y aura plus que deux, il faudra bien faire un choix qui ne va pas être évident. Et ce que montrait ma projection 2030 avec les 177 mégawatts, elle montrait clairement qu'on va être obligé de sortir du système actuel. Le système actuel, c'est qu'il y a obligation de prendre de l'électricité qui est produite par l'éolien et le solaire, et puis vous devez vous débrouiller pour que les réacteurs pilotables s'arrêtent et leur laissent la place. Ce qui fait que vous les rendez plus coûteux. Et on voit bien, quand on aura des pics de puissance de 200 mégawatts, alors que le besoin est de 50 ou de 60, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faudra qu'on change de système, il faudra qu'on dise aux éoliennes, vous vous arrêtez, il faut leur dire aux panneaux solaires, on vous débranche. Alors il y a des pays où ça se fait déjà, parce qu'ils ont déjà mis un peu trop d'éoliens et de solaire, mais alors là, c'est un peu de Shadok, parce qu'ils arrêtent des éoliennes, mais on paye l'électricité qui aurait été faite s'ils avaient tourné. Ce qui ne conduit pas à une électricité bon marché pour le peuple. Donc oui, on va avoir au niveau du merit order un vrai problème, de même qu'on l'a déjà, le problème du merit order en Europe, dans le sens que dans le merit order, c'est-à-dire quel est le moins cher que je mets en route, c'est le charbon. Or, le charbon, c'est ce que tout le monde veut arrêter. Donc aujourd'hui, on a une situation très singulière où on encourage le charbon, parce que c'est le moins cher sur le réseau, et en même temps, tout le monde dit, il n'en faut plus. Donc, dans tout ça, vous voyez que entre les belles intentions exprimées par les uns et par les autres et l'application réelle sur le terrain, il y a une marge assez considérable. Dernière question, et après on continuera autour du buffet. Parce que... Il y avait des jeunes, là, moi je donne priorité à des jeunes, je crois. Il y en avait un qui avait la main, non? Ouais, là-bas, là-bas, allez. La cuve et pas mal d'éléments en dehors de la cuve. Ce que vous avez présenté, il y a pas mal d'éléments dans la cuve. Est-ce que ça ne pose pas des questions de sécurité pour les mainteneurs? Est-ce que ça rend pas beaucoup plus coûteuse la maintenance de ça? Oui. Alors la question, je résume pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est que dans ces petits réacteurs, on met beaucoup de choses dans la cuve. Et derrière ça, il y a bien sûr les questions qui se posent, la maintenance et la protection du personnel. C'est bien résumé? D'accord? Eh ben, la réponse, elle est oui, je trouve que ce qu'on met dans la cuve du réacteur en y injectant les générateurs de vapeur, en y injectant la pressurisation, éventuellement des sécheurs surchauffeurs de vapeur et Dieu sait quoi d'autre, il va y avoir toute une tripaille à travers laquelle il faudra passer, je ne sais pas très bien où c'est les barres de combustible, le combustible est au fond, il faudra le sortir. Donc oui, on introduit une complexité, c'est clair. On va introduire une difficulté de maintenance, parce que je pense qu'une bonne partie de ce matériel sera hors flux, parce qu'il sera un peu éloigné du cœur, avec des bonnes épaisseurs d'eau, mais il y aura quand même, proche du cœur, des zones qui seront assez fortement radioactivées. Alors quant au personnel, la réponse est simple, c'est que l'autorité de sûreté aura les mêmes exigences qu'avec les réacteurs actuels. C'est-à-dire que s'il faut faire des choses plus compliquées et plus chères pour protéger le personnel, bien, il faudra le faire. Donc oui, on introduit une complexité, et oui, c'est ce que ces réacteurs vont avoir à démontrer. Ces magnifiques machins qu'on porte sur un camion et qu'on pose et qui démarrent, oui, derrière tout ça, il y aura bien plus compliqué que ça. Oui, allez-y, allez-y, on vole une question. On vole une question. Bon, j'avais une dernière question. Donc, Philippe Malouine, je suis un ancien de Framatome, toujours
d'exposer des noms qui font rêver, Gates, l'exemple d'Elon Musk, etc. Est-ce que le fait que, et le monde des startups, voilà, est-ce que le fait que ces projets-là puissent être portés par ces personnalités-là, ou prises comme modèle comme Elon Musk, ça peut donner plus de crédibilité, plus de poids, plus de succès à ce genre de projet? On peut penser au financement voilà, des licornes et autres. Est-ce qu'on entre un peu dans ce monde et est-ce que ça donne le potentiel justement de la consolidation à ces projets? Et au-delà, par exemple, vous citez Elon Musk qui est allé chercher les 200 meilleurs ingénieurs de la NASA et sa société. Est-ce qu'on va imaginer qu'un Français ou non allait chercher les 200 meilleurs ingénieurs chez EDF, chez Framatome, pour arriver en un temps très court à obtenir des licences? Bon, alors, je résume la question en un mot. Est-ce que les startups, c'est bien? non, mais c'est vrai, parce que ça a des effets positifs. Alors, ce que je note, c'est que le fait de constituer une petite équipe de très haut niveau, très dynamique, on est capable de dépoter des choses par rapport à une grosse structure où chacun défend son option. Parce qu'on rentre dans la nouveauté, vous avez pris des gens, vous avez été verrouillé par la NASA, vous avez été verrouillé par Dieu sait qui d'autre pendant des années, on vous donne la liberté. On vous donne la liberté en vous donnant les dossiers, en vous permettant d'être imaginatif au niveau de l'architecture. C'est ce qu'a fait Elon Musk, hein, exactement. Donc moi, je trouve ça très positif. Derrière ça, est-ce que parce que c'est une start-up, ils auront la vie plus facile avec la sûreté? Je n'en suis pas persuadé. Donc, peut-être qu'ils sauront mieux se défendre. Peut-être que, moi je constate en France que les exploitants, face à l'autorité de sûreté, par moment, c'est un peu le désespoir, on n'y arrivera pas, ils veulent pas. Bon, là, ils seront peut-être plus forts que nous pour ça. Mais il y a aussi l'autre possibilité, ça, j'en ai vécu une il n'y a pas si longtemps, il y a 3 semaines ou un mois, où un ami m'a envoyé un dossier en disant « Ces gens-là voudraient faire une proposition dans le cadre de l'appel d'offres, réacteur innovant, 500 millions d'euros ». Et quand je regarde le dossier qui m'a été transmis, on était en face de capteurs de subventions. Les gens, ils vous annonçaient des dizaines de millions. Ils se donnaient une valeur extrême sous prétexte qu'ils avaient déposé un brevet qui était complètement bidon. Et visiblement, leur objectif, c'était de pomper 10 ou 15 ou 20 millions. Et puis, au bout de 3 ans, c'est l'échec, on s'en fout, on aura eu nos millions. Donc, je dis, il y a les deux. Donc, il va falloir faire très attention à ce qu'il dit. Il y a, dans ce domaine de l'énergie, il y a quand même beaucoup de tripatouillage. Ok, merci, stop. Bon, là, on remercie la banquière.